À l'occasion de la 5e édition du forum La Finance s'engage, les acteurs réfléchissent à de nouveaux mécanismes de financement des petites et moyennes entreprises. Le président Alassane Ouattara a reçu en audience la présidente de la République fédérale d'Éthiopie au palais présidentiel. Sa Majesté Tchifizier Jean Gervais et l'ex-première dame Simone Gbagbo partagent leur espoir dans le cadre de la paix et la cohésion sociale. Madame, Monsieur, bienvenue sur Business 24 Africa au rendez-vous de l'actualité. Innover dans la finance des petites et moyennes entreprises en vue d'accélérer la relance post-Covid-19. C'est le thème qui a réuni les acteurs de l'écosystème financier, les entreprises sur la question de financement des PME. C'était lors de la 5e édition du forum dénommé La Finance s'engage qui s'est tenue à la maison du patronat ivoirien dans la commune du Plateau. Walter Kofi, Marius Siri et Doumbia Ayouba. Absent en 2020, suite à la crise sanitaire à Covid-19, le rendez-vous entre institutions financières et PME est de retour en 2021 et toujours dans la poursuite de son objectif qui est de résoudre la problématique du financement des petites et moyennes entreprises. Mobilisé autour de ce défi majeur pour l'économie, le gouvernement ivoirien était aussi présent pour apporter sa contribution aux réflexions menées lors de cette 5e édition de La Finance s'engage. Le problème perdure, mais la recherche de solutions évolue. Il s'agit cette année d'innover dans le mécanisme de financement des PME. Le ministre de l'Économie et des Finances, parrain de la cérémonie, a étalé la politique déployée par l'État dans ce sens. En effet, le gouvernement a initié plusieurs réformes en faveur des petites et moyennes entreprises qui concernent le cadre juridique, institutionnel et réglementaire et visent l'amélioration de l'environnement des affaires en Côte d'Ivoire. En outre, des mesures d'ordre financier telles que la sous-traitance, la convention portant commande publique et les initiatives en faveur des champions nationaux ont été prises. Quant au secteur privé représenté par la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, CGC, cheville ouvrière de ce forum, a réaffirmé son engagement aux côtés des PME dans la mobilisation des ressources nécessaires. Une aventure qui a commencé depuis 2016 avec 1295 milliards de francs CFA mobilisés et plus de 600 PME formées. Selon plusieurs études, les difficultés d'accès au financement sont le premier obstacle au développement des PME d'Afrique subsaharienne, assez loin devant les problèmes de corruption, de déficience des infrastructures ou bien de fiscalité abusive. Ces études estiment que 80 à 90% des PME d'Afrique subsaharienne connaissent des contraintes de financement importantes. Privées de cet accès au marché des financements, les PME sont obligées de mobiliser en majorité des fonds propres, ce qui n'est pas viable à long terme. Quels sont les freins de l'accès au financement? L'État de Côte d'Ivoire, les établissements financiers ou les PME elles-mêmes? Le premier responsable en charge des PME a rappelé la responsabilité de chacune des parties prenantes. Malheureusement, donc, nous sommes au regret de constater que 5 ans plus tard, le volume de crédit consenti aux PME en Côte d'Ivoire ne représente que 15% du volume total des crédits accordés aux entreprises et que seulement 0,5% de ce volume accordé aux PME est par donc le refinancement de la BCAO pour les PME. La journée s'est meublée de panels et d'ateliers visant à interpeller les PME sur le renforcement de leur structuration, tout en s'inscrivant dans les nouveaux dispositifs de financement à travers la digitalisation. Notons que la 5e édition de La Finance s'engage refermera ses portes après les awards du financement, une cérémonie de distinction tenue dans la soirée du 16 décembre en vue de récompenser les meilleurs acteurs engagés dans le financement des petites et moyennes entreprises en Côte d'Ivoire.
Une signature de convention a eu lieu entre le Burida et les mairies de Bokanda, Kolia et la Chambre nationale des métiers de Côte d'Ivoire. Cette signature de convention permettra le recouvrement des droits d'auteur et droits voisins de ces localités et dans les structures de la Chambre nationale des métiers. Objectif, optimiser le revenu des artistes de Côte d'Ivoire. Reportage. Bonne nouvelle pour les artistes de Côte d'Ivoire. Le Bureau ivoirien des droits d'auteur, Burida, est au travail. On en veut pour preuve cette signature de convention entre les mairies de Bokanda, Kolia et la Chambre nationale de métiers de Côte d'Ivoire. Cette signature de convention s'inscrit dans l'exécution de l'axe 2, intitulé « Élargir l'assiette de perception en vue d'accroître les ressources qui facilitera l'exercice des missions du Burida dans ces localités ». Convention à l'effet de permettre d'optimiser le revenu des artistes. Le droit d'auteur, c'est une partie du revenu des artistes. Et sensible à la cause des artistes, sensible à la situation souvent délétère dans laquelle ils vivent, sensible à la précarité qui frappe sans cesse à leurs portes, des personnes de bonne volonté, à la tête de leurs institutions, ont bien voulu également jouer leur rôle. Nous avons constaté depuis un moment le conflit, les altercations et des problèmes à n'en point finir entre le Burida et nos artisans qui ont des appareils dans leur salon, dans leur maquis, dans leurs restaurants. C'est pour cela que nous avons approché le Burida pour pouvoir voir comment nous allons avoir un cadre de collaboration pour permettre à nos artistes et à nos artisans de mieux exercer leur activité. À travers ce partenariat, Kramo Kwasi, maire de Bokanda, Kone Karim, maire de Kolia, s'engagent à leur tour sur toute l'étendue de leur territoire à aider le Burida. Le Burida a donc une entente dans le cadre de l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire avec les communes du pays qui sont sollicitées pour apporter leur appui au recouvrement des droits d'auteur sur les activités de l'esprit qui se déroulent sur les territoires de nos communes. Pour moi, c'est vraiment un grand plaisir que je me trouve au Burida pour signer cette convention. Parce que nous pensons qu'aujourd'hui, il faut réglementer véritablement les textes de Burida. Et nos artistes font beaucoup d'efforts, nous devrons les accompagner. Ouattara Karim, directeur général du Burida, avec son équipe, compte mener des campagnes d'explication et des séances de renforcement de capacités en vue d'ôter toutes les appréhensions dues aux droits d'auteur et droits voisins. Un mot de distinction dans cette édition remarqué a été l'UNACOPEC CI qui a glané le prix de la meilleure microfinance à l'occasion de la cérémonie de distinction, les awards des entreprises initiées par AB Communication. Cette distinction vient récompenser les efforts consentis pour le bien-être de la population dans les domaines de la microfinance, de l'épargne et du crédit. Il n'y avait pas match, comme on le dit en Côte d'Ivoire. Pour la seconde année consécutive, à en croire AB Communication, l'Union nationale des COPEC de Côte d'Ivoire, UNACOPEC-CI, vient de battre à plate couture ses concurrents dans la microfinance. Adossé à sa solide expérience forte de 45 ans de pratique continue et sa résilience, nonobstant toutes les crises sociopolitiques et sanitaires qu'a connues la Côte d'Ivoire, l'UNACOPEC-CI vient de rafler le trophée de la meilleure microfinance 2021. Sur l'initiative de AB Communication, ce prix d'excellence récompensant les entreprises de management et d'entrepreneuriat en Côte d'Ivoire a été décerné ce samedi 11 décembre dernier à l'UNACOPEC-CI au cours de la cérémonie de distinction, les awards des entreprises à Abidjan. Réceptionnant ce prix au nom de Savané Isiaka, administrateur provisoire de l'UNACOPEC-CI, Kwaotola Séraphin, directeur du crédit, ce prix est dédié à l'ensemble des salariés de cette microfinance. C'est une fierté pour nous, parce que ça fait un peu plus de 46 ans que notre institution existe. Donc nous ne sommes pas les premiers venus dans le secteur de la microfinance. Nous avons marqué nos pas
Donc ce prix n'est que la récompense du travail qui a été réalisé depuis 46 ans, un peu plus de 46 ans. Pour lui, ce succès est une gageure, une invitation à travailler d'arrache-pied pour satisfaire les exigences de leurs clients et de s'ouvrir aux nouvelles perspectives. 2022 touchait beaucoup plus de monde. Actuellement, on a un peu plus de 1 million de clients. On a un peu plus d'1 million de clients. Et vous savez, on parle d'inclusion financière. Il faut que beaucoup d'Ivoiriens soient bancarisés. Donc nous voulons utiliser notre réseau, nos 136 points de vente pour réaliser l'inclusion financière. Notons que le réseau Copec demeure un partenaire de confiance et dispose d'une large gamme de produits diversifiés et adaptés aux besoins dans les domaines l'épargne sécurisée, le crédit, la micro-assurance, le transfert d'argent, le paiement électronique, l'agribusiness, le virement de salaire et de pension, l'éducation financière et l'accompagnement à la création d'entreprises. L'UNACOPEXI compte 1500 employés repartis dans 136 points de vente. C'était un reportage signé Patrick Cros, Richard Akeke et commenté par Mireille Abalé. Rendons-nous au palais présidentiel et intéressons-nous aux audiences du président de la République, Alassane Ouattara. Ce jeudi, le chef de l'État ivoirien a reçu en audience la présidente de la République fédérale de l'Éthiopie. Je vous propose d'écouter la réaction de la présidente de l'Éthiopie après sa sortie d'audience. Je suis venue principalement pour briefer mon frère et Monsieur le Président sur la situation qui prévaut dans mon pays, en fait dans la sous-région. L'Éthiopie, comme vous le savez, a été à la une de beaucoup de médias, mais la réalité est tout autre que ce que nous voyons dans les journaux ou dans les médias internationaux. Donc j'étais venue pour lui rendre compte de la réalité sur le terrain et de voir ensemble, puisque ce genre de vicissitude de l'histoire, la Côte d'Ivoire l'a connu aussi. On a beaucoup à apprendre de la Côte d'Ivoire et lui dire que nous avançons, que la situation se stabilise et que nous aurons bientôt un dialogue national qui déterminera l'avenir du pays. Vous avez parlé à l'entame de vos propos des médias internationaux, on va dire. Justement, cette communauté internationale accuse l'Éthiopie de génocide en ce qui concerne le conflit. À votre niveau, qu'en est-il exactement? Sur la situation en Éthiopie, vous savez, on peut parler de génocide. Il y a eu une guerre, en fait, qui a duré plus de 13-14 mois. Nous sommes dans le 14e mois et qui n'a pas été facile. Aucune guerre n'est simple, dès lors qu'il s'agit d'une guerre entre nous. Il n'y a pas d'occupation extérieure ou d'agression extérieure. Donc, c'est un épisode douloureux. Mais un génocide doit être déterminé. Il y a des critères, hélas, qu'il faut voir, remplir. Je ne dirais pas remplir, mais donc nous n'avons pas tout cela. Mais je voudrais vous dire que quand même l'Éthiopie a accepté, et ceci est une sorte de première. Si ce n'est pas la première, c'est parmi les premiers qu'il y ait une investigation conjointe entre le bureau du haut commissaire aux droits de l'homme des Nations Unies et notre commission nationale. Je crois que c'est un bon exemple de coopération qui permettra de mettre à jour la réalité sur le terrain. L'ex-première dame Simone Eivé Gbagbo était l'invitée ce jour de Sa Majesté Tchifizier Jean Gervais, secrétaire permanent du Forum des rois et leaders traditionnels d'Afrique. À l'initiative de Tchifizier Jean Gervais, les échanges entre les deux personnalités ont porté sur les questions de paix, de réconciliation nationale en Côte d'Ivoire. Issa Badini et Richard Akeke. C'est une mission de bons offices qui ne dit pas son nom que Tchifizier Gervais vient d'enclencher en recevant l'ancienne première dame de Côte d'Ivoire, Simone Eivé Gbagbo. Devant des chefs de communautés BT venus de Gaïwan et d'Abidjan, le secrétaire permanent du Forum des rois et leaders traditionnels d'Afrique
a dit œuvrer pour la paix, comme toujours en Côte d'Ivoire, et plus encore désormais, aux côtés de l'ancienne députée d'Abobo pour une mission pas loin là aussi d'une réconciliation. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'ombre de Laurent Gbagbo rôdait autour de cette rencontre. C'est pourquoi j'ai demandé que vous veniez. Je souhaite qu'on ait un entretien privé dans le cadre de réconciliation avec la délégation qui est là avec moi. Nous souhaitons une paix dans votre foyer. Nous souhaitons une paix pour la Côte d'Ivoire. On ne peut pas chercher la paix et puis créer des désordres dans les familles. Donc s'il y a des désordres dans chaque famille, donc est-ce que la Côte d'Ivoire aura la paix? Jamais. Donc nous allons d'abord soigner dans les familles pour que la Côte d'Ivoire soit en paix. Quant à l'ex-première dame, elle a insisté sur la justice, la réconciliation, mais surtout la réparation qui, selon elle, est indispensable à toute réconciliation vraie. Je pardonne, mais rends-moi ma terre. Je pardonne, mais tu as pris ma femme. Rends-moi ma femme. Je pardonne, mais tu as pris mon mari. Rends-moi mon mari. Rendez-nous nos maris. Le mot est lâché et il n'en fallait pas plus pour arracher des éclats de rire à l'assistance. Cette rencontre entre Simone Gbagbo et Tifizier a été rendue possible grâce au concours d'un homme, Dr Bogasako, président de la Fondation pour les droits de l'homme et la vie politique. Et l'homme espère que le prochain invité de Tifizier sera Laurent Gbagbo en personne. Quand on veut réconcilier une famille, quand on veut réconcilier un peuple, une seule action ne suffit pas. Il faut faire dans tous les camps. Aussi a-t-elle invité le chef BT qu'elle appelle affectueusement ses maris à la rejoindre dans son mouvement Les Générations Capables pour une Côte d'Ivoire refondée de fond en comble. Le programme de gestion du littoral ouest africain WACA a réuni les maires de la zone côtière ivoirienne le week-end dernier dans la commune de Grand-Bassam. Il s'agissait au cours de cette rencontre de mettre en place un réseau des maires qui constituera un lieu d'échange et de partage d'expériences et de lobbying autour des spécificités du développement économique et de la protection de l'espace littoral et marin. Walter Kofi. Avec plus de 500 km de côtes, le littoral ivoirien se compose de 4 régions et d'une vingtaine de communes maritimes, de bords de mer ou de lagunes. Les côtes ivoiriennes font partie de la zone d'intervention du programme de gestion littorale ouest africain WACA, qui a invité les maires des communes côtières à échanger sur les défis et solutions mises en œuvre dans la gestion de leurs communes. La rencontre a été meublée par la présentation des actions de protection du littoral menées par le WACA, qui entend constituer le réseau national des maires de la zone côtière. Ah bien, vous savez que les maires, qui sont donc les premiers magistrats des communes, font du développement local, du développement socio-économique, du développement environnemental et culturel. Donc ce sont ces maires-là qui sont au quotidien dans l'aménagement, la protection et la gestion intégrée des zones côtières. Pour pouvoir agir de façon collective, eh bien, comme on le sait, l'union faisant la force, eh bien, il est important qu'on les mette en réseau pour partager les préoccupations, pour partager les expériences dans la gestion de leur territoire. Les premiers magistrats des communes côtières ont salué cette initiative dans laquelle ils entendent s'engager. Ils ont profité de l'occasion pour exposer la vulnérabilité de leur région face au risque d'érosion et d'inondation côtière. À La Réunion, nous sommes extrêmement embêtés à Grand-Bassam avec l'extraction de sable. Vous voyez, moi je suis du village de Mossou, ne serait-ce qu'à Mossou, il y a 4 sociétés qui extraient le sable. Dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, je ne sais pas ce qu'on va devenir. Vous avez vu que Grand Laou est en voie de disparition. Je sais que
une fois ces 75 tombes qui ont été fracassées par l'océan, des corps emportés. Aujourd'hui, nous sommes en train de mettre notre réseau en place grâce au programme de gestion du littoral. C'est une très belle initiative qu'il faut encourager, qu'il faut soutenir. Comme vous le savez, le gouvernement a pris une loi en 2017 pour organiser la gestion du littoral. Notons que pour ses activités halieutiques, ses ports, son agro-business, ses plateformes pétrolières et offshore, les zones côtières sont à l'origine de 56% du PIB de la région ouest africaine. Intitulée Déjeuner des dirigeants des cliniques privées, cette cérémonie annuelle regroupe docteurs en médecine, pharmaciens, vendeurs de matériel médical et surtout propriétaires et dirigeants de cliniques privées. Ce déjeuner a pour but de passer en revue tous les problèmes touchant les cliniques privées de Côte d'Ivoire en vue de chercher et trouver des solutions. Philippe Zabo et Tima Traoré y ont pris part. Le déjeuner des dirigeants des cliniques privées est une institution qui est à sa 6e édition cette année. C'est le lieu d'échange d'expériences et des préoccupations qui touchent le monde médical privé ivoirien. Cette année, 2 points majeurs sont à l'ordre du jour. La prise en charge médicale du paludisme par le secteur privé médical et le secteur sanitaire privé face aux tiers payants, vu que plusieurs cliniques mettent la clé sous le paillasson alors que des millions leur sont dus. Il y a un autre aspect, c'est que nous travaillons beaucoup avec l'État, nous les accompagnons de façon, je dirais, presque bénévole pour satisfaire les différents programmes de l'État. Aujourd'hui, nous avons mis un programme à l'ordre du jour, c'est le programme national de lutte contre le paludisme. Parce que le paludisme est une préoccupation importante, c'est un gros tueur. Et pour cela, le secteur privé a accepté d'accompagner donc l'État dans son programme. On a voulu aujourd'hui faire un peu le point. On va voir ensemble les points faibles de ce programme, les points forts, mais surtout inviter les quelques cliniques qui seraient éventuellement encore résistants à s'impliquer car il s'agit d'un programme national. Et donc, nous avons eu un premier plaidoyer qui a permis d'avoir 100 cliniques avec lesquelles nous travaillons. Mais au cours de notre processus, il y a eu des désistements et il y a eu quelques manquements dans la prise en charge. Et donc, l'année 2021 nous a permis aussi de réactiver vraiment nos activités et de passer aujourd'hui à 204 cliniques privées qui travaillent le PNLP et pour lutter contre le paludisme. Mais nous sommes là pour faire le plaidoyer. Pour les représentants des autorités ivoiriennes, les cliniques privées jouent un rôle important dans l'écosystème médical ivoirien. Aussi, les problèmes du moment ne doivent pas rompre le cycle de discussions engagées avec l'État. Ce qu'il y a lieu de retenir, c'est que quand on parle du système sanitaire en Côte d'Ivoire, c'est un système sanitaire qui est composé du secteur public et du secteur privé. Et donc, des préoccupations soulevées par le secteur privé sont des éléments à prendre très au sérieux, à étudier et puis à voir dans quel cadre trouver des solutions idoines. Le déjeuner des dirigeants des cliniques privées est une cérémonie qui regroupe aussi les assurances, les médecins et les pharmaciens. Des résolutions sont attendues pour relancer les discussions avec l'État ivoirien. Une nouvelle plateforme de chercheurs voit le jour. Il s'agit de la Société ivoirienne des chercheurs. Cette nouvelle plateforme apolitique entend fédérer les chercheurs ivoiriens en vue de contribuer au développement du pays. L'Assemblée générale constitutive a eu lieu ce mercredi 15 décembre 2021 dans la commune de Treichville. Centre de recherche en écologie de Treichville, ce mercredi 15 décembre. Les chercheurs ivoiriens passent à la vitesse supérieure. Ils ont décidé d'unir leurs forces à travers une nouvelle plateforme. La SIVDC entendait la Société ivoirienne des chercheurs dont l'Assemblée générale constitutive se tient ce jour. Une manière pour les chercheurs de contribuer au développement du pays. Cette plateforme se veut apolitique et non syndicale. Elle est dirigée par le docteur Kofi Awarené. Il faut dire qu'en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de chercheurs. Et chaque groupe de chercheurs travaille en vase clos. Et donc, au regard de l'enjeu que représente la recherche pour le développement national, il va sans dire que lorsque vous êtes unis, vous êtes forts. Et donc, nous avons décidé de nous unir pour ensemble
chercher à résoudre les problèmes que rencontrent nos sociétés. Donc, amener un coup de pouce au développement national. Et comme le dirait quelqu'un, la recherche est le moteur du développement durable. Et donc, nous sommes inscrits comme objectif de nous unir afin d'avoir l'outil nécessaire pour aller vers ce développement durable. À la tête du bureau exécutif, le secrétaire aura pour mission le renforcement des capacités des chercheurs et la mise en place d'une stratégie de financement de la recherche. Portant le message du directeur général de la recherche scientifique et de l'innovation à l'occasion de cette assemblée, le professeur Ngolo Kone a exprimé ses attentes vis-à-vis de cette plateforme. Nos attentes, elles sont énormes. En tant que société savante, nous attendons des chercheurs qui vont constituer cette association ou cette société savante de pouvoir travailler et obtenir des résultats. Les conseils, c'est que c'est déjà d'avoir un esprit de sacrifice. Un esprit de sacrifice, de tolérance et puis d'humilité. La Société ivoirienne des chercheurs est composée d'un bureau exécutif de 6 personnes. Il est élu pour un mandat de 3 ans, renouvelable une fois. Ce reportage était signé Konena Nourgo et Ezekiel Seri. Rendons-nous à présent à Agboville, dans la région de l'Agnebi-Tiassa, à une centaine de kilomètres d'Abidjan. Les agents de la pharmacie Château et les autorités de la ville ont été célébrés. Il s'agissait pour le patron de la pharmacie Château d'offrir des kits de récompense composés notamment de postes téléviseurs, congélateurs, bouteilles de gaz, butane et autres vivres. Le récit de Mondésir Nascimento. Comme Annick Tapé, ils sont nombreux ces agents de la pharmacie Château à œuvrer tous les jours pour la santé des populations de la région de l'Agnebi-Tiassa et plus précisément d'Agboville. Ce mercredi, la joie était à son comble chez ces agents dévoués et les populations qui sont sorties aussi nombreuses pour les soutenir. Plutôt qu'allumer une bougie que de maudire l'obscurité, tel est le leitmotiv de Dr Djama Albert, patron de la pharmacie Château d'Agboville, qui a renouvelé pour la 2e fois consécutive la célébration de ses agents. Au nombre de 32, dont 30 agents et 2 stagiaires, ses collaborateurs du Dr Albert Djama ont reçu chacun un kit composé entre autres de postes téléviseurs de 55 pouces, d'un congélateur à 6 tiroirs, des bouteilles de gaz et des vivres, soit des sacs de riz de 50 kg, des sacs de pommes de terre, des sacs d'oignons et des cartons d'huile végétale. Pour lui, cette célébration vise à motiver les collaborateurs qui se sont illustrés par le travail et le respect. Une année durant, ces collaborateurs se sont mis assidûment au service des clients et des patients. Oui, mais il faut les célébrer parce qu'ils font beaucoup. Ils font beaucoup et c'est grâce à eux que la population jouit d'une bonne santé. Donc il faut les célébrer, ne pas attendre après la mort pour les célébrer. Vous savez, l'homme a 3 étapes de la vie. Quand il naît, on le célèbre, on lui donne un nom. Quand il grandit, on l'oublie. Et quand il décède, on le célèbre encore. Et ce jour, on oublie même son nom. On dit même son nom. Et donc moi, quand la personne est vivante, il faut la motiver. Plus de 10 administrations de la ville ont également été impactées par cette cérémonie. La préfecture, la CNPS régionale, les services d'impôts, le clergé catholique, les religieux, les forces de l'ordre, notamment la police, la gendarmerie et les sapeurs-pompiers, personne n'a été délaissé. Tous sont repartis, fiers du fils de la région. Je suis très heureuse d'être là. Je félicite Dr Djama pour l'œuvre qu'il perpétue chaque année. Je pense que Dr Djama a bien compris le sens du management. Ça veut dire créer un climat favorable de fraternité avec ses collaborateurs pour les motiver davantage. 15 millions de francs CFA, c'est le montant total des présents distribués lors de cette 2e édition de célébration annuelle des travailleurs d'Agboville initiée par Albert Djama, docteur en pharmacie. Au cours de cette cérémonie, des jeux et mini-concours ont permis aux petits-enfants de gagner une dizaine de vélos et des cadeaux. Fait marquant de cette célébration, un colis spécial a été envoyé au président de la République par le biais du préfet de région.
Depuis le mois de décembre dernier, les villages de Meneke, Badiké et Dawa, dans la sous-préfecture de Grand Bérébi, ont été officiellement connectés au réseau électrique national. Coût global, plus de 160 millions de francs CFA. La connexion a été faite par le président du conseil régional de San Pedro. On en sait plus dans cet élément de Abel Kwao, commenté par Konena Nourgo. Meneke, Badiké et Dawa. Ces 3 villages de la sous-préfecture de Grand Bérébi sont désormais connectés au réseau électrique national. Ce sont au total 138 poteaux et lampadaires plus un transformateur de 50 kW qui ont été posés dans chacun des villages. Coût de ce projet, plus de 60 millions de francs, dont 61 millions financés par le conseil régional de San Pedro. Tout ceci réalisé dans le cadre du programme national d'électrification rurale PRONER. Le président du conseil régional s'est réjoui de cette électrification qui va impacter positivement la vie des habitants de ces localités. Une action qui porte à près de 75% le taux de couverture électrique de la région. Il n'a pas manqué de remercier le président de la République pour sa vision d'électrification à sortir les villages de San Pedro de l'obscurité. Merci au chef de l'État, son Excellence le président Alassane Ouattara, pour effectivement pour la puissance qu'il apporte dans la vision d'électrifier un maximum de villages dans la région de San Pedro, dont Bérébi est sous-préfecture et Dogbo. Et de manière sensible, les populations se rendent compte qu'effectivement, ils sortent de plus en plus de l'obscurité. Encore, je dirais, merci au chef de l'État. Nous allons électrifier, nous allons mettre en lumière 3 localités. Ces 3 localités, techniquement, il faut signaler qu'il s'agit de 138 poteaux, ce qui n'est pas négligeable pour nos villages. Il s'agit aussi effectivement de lignes de 50 kVA, c'est bien ça. C'est ici que se referme ce journal. On se dit à bientôt pour une nouvelle édition sur Business 24 Africa.